Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chance. De la chance dont on peut se demander si elle n'est pas une compétence. Bonjour à tous, Je bienvenue vais... pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. La chance serait-elle une compétence? Est-ce que vous voyez... Oui, c'est génial, j'ai l'impression que c'est bon, c'est passé. La question peut paraître curieuse, elle peut paraître absurde pour certains. Et pourtant, je m'y suis retrouvé confronté plusieurs fois récemment, euh, de façon inattendue, et ça m'a obligé à reprendre quelque chose que j'avais déjà entendu il y a très longtemps. Et du coup, ça oblige à revenir au-delà de la chance au hasard. Si on regarde l'histoire des marques, vous avez tous probablement en tête des marques qui sont des hasards devenus des succès. Alors, ça peut être des marques, ça peut être des inventions, ça peut être plein de choses. Notamment, le post-it. Vous le savez probablement, un post-it, c'est quoi? C'est le résultat d'une mise au point ratée, c'est-à-dire d'une colle qui ne colle pas vraiment. Et d'un autre hasard, en essayant de tester cette colle, euh, un opérateur réalise qu'un papier qui en est enduit se colle et se décolle sans trace. Mais il y a des choses plus basiques encore, comme le Nutella. À la base, c'est une ganache réalisée par un pâtissier, une ganache avec des noisettes. Du fait d'une chaleur massive, la ganache fond, devient une pâte crémeuse, l'enfant du pâtissier la goûte, c'est encore meilleur que la ganache, ça devient un produit. Il y a des choses comme le velcro aussi. Le velcro, c'est une idée qui a jailli à une personne qui s'appelait Georges de Mestral et qui en a eu l'idée, de mémoire au 19e, en retirant des chardons, des coques de chardon qui étaient accrochées à ses vêtements. De façon moins triviale, il y a plein de découvertes qui sont le fruit du hasard, complet ou partiel. Vous connaissez probablement l'histoire de la découverte de la pénicilline. La pénicilline, dans une boîte de pétri, un peu par hasard, on découvre des moisissures blanches, on découvre que c'était un champignon, etc., etc. Une lecture de tout ça pourrait nous amener à penser que ceux qui ont bénéficié de ces hasards ont en fait eu de la chance. Et pourtant, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire un détour par la psychologie. Notamment un chercheur qui s'appelle Richard Wiseman, qui a levé pas mal de choses assez étonnantes. Dans ses travaux, il a repéré quelque chose d'étonnant, c'est que la capacité à repérer des éléments favorables et à saisir les opportunités varie considérablement selon les individus. Certains savent se saisir de ce qui se passe, d'autres pas, et pourtant ce sont les mêmes choses qui passent. Il y a eu un paquet d'expériences, tout assez amusantes d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les regarder. Ça donne l'impression que certains sont chanceux. Ça donne l'impression que des personnes ont plus de chance que d'autres. Alors qu'en fait, ce serait probablement leur attitude qui favoriserait la survenue d'événements heureux. C'est l'un des constats de Richard Weissman. Un autre élément qu'on voit au travers de la psychologie, c'est que dans la façon de se raconter, dans la façon qu'ont les gens de raconter leurs histoires, on entend de la chance dans ce qu'ils racontent. Prenez le cas de celui qui a des accidents à répétition. Vous pouvez aussi bien entendre l'histoire qui est oh là là, j'ai pas de chance du tout, j'enchaîne les accidents. Et vous pouvez entendre exactement l'histoire inverse. J'ai vraiment une chance phénoménale. J'en suis au 7e accident, dont je me sors sans aucun dégât physique. J'ai froissé de la tôle, mais je n'ai jamais eu la moindre blessure. Et c'est intéressant parce qu'on voit dans la façon de se raconter, il y a quelque chose de différent. Il y a une attitude psychologique face aux épreuves, face aux échecs différentes. En fait, l'un des points étonnants, c'est que on en arrive à se demander si la narration n'est au fond pas une façon
de s'expliquer l'inexplicable. C'est des choses dont on vous parle probablement, dont on vous a déjà parlé par le passé. Et du coup, ce serait comme une justification de remettre du contrôle, de remettre de la causalité dans ce qui nous arrive, soit du contrôle sur les choses que nous avons l'impression de contrôler, soit de défausser notre absence de contrôle sur quelque chose d'extérieur. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous oblige à regarder la chance de façon un peu différente. Et du coup, on va faire un détour par un sujet proche qu'on appelle la sérendipité. Peut-être connaissez-vous le mot. C'est un mot qui est tiré d'un conte persan, un néologisme qui est formé du nom de Sérendipe. Sérendipe, c'est un royaume dont le souverain envoie ses 3 fils en voyage à l'étranger pour parfaire leur éducation. Il leur arrive une foule d'aventures au cours de ce périple, et tout au long, ils reçoivent des récompenses qu'ils n'ont jamais recherchées, des récompenses inattendues, récompenses qui venaient toutes de leur qualité d'observation face à ce qu'ils rencontraient et aux déductions qu'ils en tiraient. L'histoire la plus connue, c'est en regardant des traces dans le désert, ils devinent qu'ils ont affaire à un chameau borgne. Regardez l'histoire sur Wikipédia, elle est amusante. Qu'est-ce que c'est que la sérendipité? La sérendipité, c'est le fait de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Ça paraît bête, mais ça arrive tout le temps. Tout d'un coup, vous croisez quelque chose dans la rue et vous vous dites « Tiens, il y a une idée qui jaillit. » Il y a une idée qui jaillit, mais encore faut-il la voir. Encore faut-il voir la trouvaille que vous croisez, puisque vous ne la cherchiez pas. Cela nécessite pour certains un effort, pour d'autres une forme de jubilation. Tiens, je vois ça. Une jubilation, notamment dans la capacité à discerner ce qui se cache derrière la trouvaille, l'opportunité derrière l'information, derrière le carambolage d'idées, derrière une phrase entendue dans une rencontre. Donc, si on y réfléchit bien, la sérendipité suppose d'abord une disponibilité pour accueillir la réalité. C'est donc moins le résultat du hasard que le résultat de la curiosité. Ça suppose un état d'esprit qu'il faut accueillir avec soin, qu'il faut travailler, bonne façon d'accueillir le réel. Donc, la sérendipité, ça se travaille. Ça se travaille non pas pour trouver par hasard, mais pour se laisser rejoindre par ce qu'il y a autour de nous. Pour ceux qui connaissent Jean-Claude Amezen, il a eu 1000 vies, il est notamment l'auteur d'un podcast passionnant sur une émission qui s'est arrêtée malheureusement, qui s'appelait Sur les épaules de Darwin. Et il avait cette phrase qui a toujours résonné pour moi, pour voir l'inconnu, la nouveauté, pour réaliser qu'il ne s'agit... Pardon, pour voir l'inconnu, la nouveauté, pour réaliser qu'il s'agit de ce que l'on n'a jamais auparavant rencontré, il faut d'abord accepter la possibilité de son surgissement, accepter la possibilité que ce que l'on a devant soi puisse être différent de ce que l'on attendait. Si la phrase ne vous parle pas, vous inquiétez pas, je vais l'expliciter. Ça dit très bien pour moi cette capacité à accueillir quelque chose, à y voir quelque chose de supplémentaire et de voir une action qu'on peut poser derrière. Mais revenons à la chance. Je vous disais, la sérendipité n'est pas que le résultat du hasard. Fondamentalement, il en va de même pour la chance. La chance, ça n'est pas simplement le fait du hasard. La psychologie nous le rappelle. Et cette phrase, qui est une phrase que j'aime bien, que mon grand-père utilisait, le traduit différemment. La chance, c'est comme les trains. Tous peuvent les voir, seuls certains décident de monter dedans. Et c'est peut-être là que se joue la chance, une capacité à identifier que ce qui m'entoure, que ce qui m'arrive, contient quelque chose de potentiellement favorable, potentiellement une ressource qui va pouvoir enrichir ma palette
à condition que j'en fasse quelque chose. Donc, ça se travaille. Comment j'identifie ces ressources, comment je déclenche les opportunités et comment j'avance. C'est pas évident. C'est pas évident parce que bien souvent, les opportunités ne sont pas immédiates. Elles sont parfois cachées, elles ont parfois une apparence rebutante. Il peut m'arriver des choses négatives, irritantes, des choses dont la forme me gêne, et pourtant, il y a quelque chose autour. Un exemple tout bête. Euh, Régulièrement, on hésite à assister à un événement parce qu'on est fatigué, parce que c'est le énième événement de la journée, de la semaine. Vous avez peut-être décidé ou eu la tentation d'annuler votre participation, par exemple, à un séminaire Melsion. Et pourtant, vous y êtes venu. Et il est possible que vous y ayez rencontré quelqu'un, une rencontre qui apparaît, j'ai envie de dire, peu importante, quelque chose dont vous ne retirez rien sur le moment, mais qui, dans la durée, se révèle essentiel. Parce que tout d'un coup, cette personne sait faire quelque chose un jour. Vous aurez peut-être besoin d'elle. Le simple fait d'avoir besoin de quelque chose qu'elle peut vous apporter vous fait penser à elle, vous la rappelez, elle se souvient de vous. Se souvenant de vous, vous rediscutez, la relation se passe bien et vous décidez de faire quelque chose ensemble. Vous ne seriez pas venu au séminaire Melsion, ce que je ne vous conseille pas. Vous n'auriez pas rencontré la personne en question et vous n'auriez pas avancé ensemble. J'en reviens à une autre phrase de mon grand-père qui disait « Fou celui qui croit que la chance existe, fou celui qui compte sur la chance, parce que à se comporter en fataliste, en espérant que ça la touche, il n'est pas évident que les choses se passent. Mais à l'inverse, encore plus fou, celui qui n'y croit pas. » Et tout ça m'emmène tout doucement vers un sujet dont on vous parle de temps en temps chez Melsion. Ceux qui me connaissent ne seront pas du tout surpris que je la ramène sur le plateau. Euh, En fait, si on y réfléchit bien, au regard de l'effectuation, au filtre de l'effectuation, il est assez logique de considérer la chance comme une compétence. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'effectuation, c'est la réalisation d'une femme, le travail d'une femme qui s'appelle Sarasvati, multi-entrepreneur et qui a travaillé sur les entrepreneurs comme chercheuse, convaincue que ce qu'on lui disait de l'entrepreneuriat ne correspondait pas à son expérience personnelle. Et elle met en évidence une logique d'action intéressante. Regardez les chroniques qui en parlent, vous allez voir, c'est précieux, c'est riche. Traditionnellement, on dit qu'il y a 5 principes dans l'effectuation, et vous allez voir que 3 de ces principes nous parlent de cette chance comme une compétence. Tout d'abord, l'effectuation rappelle qu'il faut savoir accueillir les surprises. Pourquoi? Parce que les surprises sont bien souvent porteuses d'opportunités. Soyez attentifs à ce qui vous entoure, positif, négatif, c'est le premier élément. Après avoir été attentif et avoir vu un citron, l'image derrière la surprise, c'est le citron. Vous savez, ce truc qui pique, dont on ne sait pas quoi faire, mais dont on peut faire de la limonade rafraîchissante qui devient un produit. Regardez les citrons que la vie vous apporte. Pour peu que vous acceptiez de décaler le regard, d'aller au-delà de ce qui apparaît, on réalise très vite qu'il peut y avoir des opportunités. Accueillez les surprises, la vie en est faite. À défaut de vous adapter ou de vous forcer à vivre avec ce qui vous arrive, mais à l'inverse, cherchez plutôt à forcer votre chance. Voyez au-delà de l'apparence l'opportunité qui se cache derrière un problème. Le deuxième point, c'est choisissez l'action. Souvenez-vous de ce qu'on appelle en effectuation le pilote dans l'avion. Le pilote dans l'avion, c'est celui qui monte dans le train. C'est celui qui sait qu'il ne faut pas rester en pilote automatique. Parce qu'en ne restant pas en pilote automatique,
Vous êtes capable d'agir sur votre futur en passant à l'action, en mettant à profit ces opportunités qui jaillissent, sur lesquelles vous avez jeté une attention particulière. En agissant, vous pouvez déclencher des choses passionnantes, intéressantes. Il y a un troisième des principes de l'effectuation qui est intéressant, c'est celui du patchwork fou. Le patchwork fou dit que, au fond, l'effectuation rappelle à tout le monde que l'entrepreneuriat est une activité sociale. C'est en rencontrant des gens que vous vous exposez à des coopérations qui vont naître de conversations parfois inattendues. Mettez-vous donc en relation avec les autres, ils peuvent vous apporter d'eux-mêmes des choses essentielles. Soyez curieux, sortez de chez vous, lancez des conversations sans rien en attendre, et au détour du chemin, vous pourriez être surpris en bien. Souvenez-vous, en effectuation, une interaction, un engagement réciproque, un patchwork fou, vous apporte de nouveaux moyens. Vous apportant de nouveaux moyens, il vous apporte aussi de nouveaux buts, donc il enrichit votre façon d'agir. Voilà. Travaillez votre chance comme une compétence. Travaillez-la parce qu'en accueillant les surprises, parce qu'en décidant d'agir et parce qu'en étant en recherche de rencontres, vous créez votre chance, vous la favorisez, vous lui permettez de survenir. Pour conclure, j'ai envie de partager avec vous deux phrases qui pour moi résonnent très fort. L'une que j'ai déjà évoquée avec certains d'entre vous et une autre que j'ai découverte en écrivant cette chronique. La première, elle est l'œuvre, le résultat de Ibrahim Malouf, compositeur, trompettiste, virtuose, et qui dit une chose très belle en parlant de l'improvisation, c'est ça. De certaines personnes, on dit qu'elles ont de la chance, mais en réalité, elles ne cessent de la chercher, de la provoquer, de se mettre en situation de l'accueillir aussi. C'est une disposition d'esprit, c'est une forme d'anticipation. On trouve les points que j'ai évoqués juste avant, tournés par rapport à cette idée que l'improvisation est un accueil de la réalité et qu'à force de rechercher le réel, de l'accueillir, il se déclenche des choses. J'ai trouvé une phrase, une deuxième encore plus belle, parce qu'elle résume complètement les éléments que je vous ai donnés. C'est une phrase d'un chansonnier que je ne connaissais pas, qui s'appelle Yves Simon. Il dit « Les chanceux sont ceux qui écoutent, ceux qui regardent, ceux qui tissent des liens avec des inconnus, qui voyagent et s'étonnent, qui ne se découragent pas et persistent quand tout semble résister. » Donc voilà. Retenez ces deux phrases, retenez ce qu'on vous a dit avant, retenez qu'en fait, la chance, ça se travaille. La chance, c'est peut-être même un critère de succès. Je vous renvoie à une vidéo très stimulante, ancienne, de Philippe Gabillier, qui explique comment avoir de la chance. C'est un enseignement qu'il partage avec les étudiants du master dans lequel il est. Écoutez-le, ça dure 6 minutes, c'est passionnant. Et ça dit à quel point, notamment, la chance, c'est une question de confiance. Et vous, entrepreneurs, c'est forcément quelque chose qui résonne. La chance, puisque c'est une question de confiance, c'est fondamentalement un atout pour un entrepreneur à travailler, bien entendu. Voilà, j'en ai fini. Bravo et merci Patrice pour cette plongée dans les arcanes de la chance. Et donc, est-ce qu'il suffit, j'ai une question pour toi, est-ce qu'il suffit d'être attentif pour avoir de la chance, ou bien est-ce qu'il faut être attentif pour avoir de la chance? Alors, en écrivant la chronique, je suis passé par toutes les étapes. Et j'ai envie de te dire, je ne sais pas. Ou plutôt, j'ai envie de te dire les deux. J'ai envie de te dire, et là je bascule sur Kahneman, fondamentalement, je suis frappé autour de moi, il y a des gens pour qui ça semble évident. Il y a des gens qui respirent la chance. Il y a des gens qui la cherchent. Mais c'est tellement évident qu'ils ne cessent de s'émerveiller. Et pire, ils ne cessent d'agir à l'issue de leurs émerveillements. Quand je pense à Kahneman, ça me donne une impression de système.
une espèce d'habitude engrainée qui fait que sans aucun effort, la personne voit des choses que nous ne voyons pas, voit les trains et décide de monter dedans. Le problème de ça, c'est que si on se réfère à Kahneman, on sait que le système 1 fonctionne parce qu'il y a un système 2. Il fonctionne à coup d'apprentissage. Le système 1, vous vous souvenez, c'est une heuristique, c'est une habitude qu'on prend, un automatisme qui a fonctionné tellement bien qu'il est devenu standard. Je ne réfléchis plus quand je passe les vitesses. Mais pour ne plus réfléchir quand on passe les vitesses, on est passé par cette phase atrocement pénible. A priori, ceux qui conduisent voient de quoi je parle. C'est le premier cours de conduite où on vous dit bon, ben, tu passes la première. Alors, vous passez la première, vous commencez à accélérer, et tout d'un coup, le moniteur, la monitrice d'auto-école vous dit t'as pas l'impression que le moteur fait du bruit? Et vous êtes tellement à faire attention au clignotant, au rétroviseur de gauche, au rétroviseur au-dessus de vous, que vous ne réalisez pas que le moteur est probablement à 3500 tours minute. Et donc, tout votre apprentissage, c'est de ne plus avoir besoin de réfléchir au bruit du moteur, tout de suite de passer la vitesse en fonction de tout ça. J'ai l'impression que la chance, c'est un peu la même chose. On doit s'entraîner à la voir. S'entraînant à la voir, ça devient de plus en plus facile de voir jaillir des choses. Et donc, c'est probablement les deux. Peut-être que certains ont nativement un talent, c'est probablement de l'inné pour certains. Pour d'autres, c'est clairement de l'acquis. Mais faites-en une routine pour basculer ça définitivement côté système 1, parce que ça change la vie. J'espère que ça répond à ta question.